À présent, c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée. Le sommet arabe extraordinaire tenu hier au Caire a adopté un plan de relèvement et de reconstruction de Gaza présenté par l'Égypte en coordination avec l'État de Palestine et les États arabes et s'est engagé à fournir tout le soutien financier, matériel et politique pour sa mise en œuvre. Et pour en parler, nous sommes en direct de nos studios à Rabat avec Mostafa Sehimi, analyste politique. Mostafa Sehimi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, le sommet arabe a réitéré son rejet de toute forme de déplacement du peuple palestinien, que ce soit à l'intérieur de son territoire ou à l'étranger, tout en condamnant fermement la récente décision du gouvernement israélien de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Pouvez-vous revenir sur les principaux objectifs de ce plan arabe pour la reconstruction de Gaza et comment ces objectifs diffèrent-ils du projet de Donald Trump ? C'est une décision importante que celle du sommet arabe qui s'est réuni au Caire hier. Ce qui était à l'ordre du jour, c'est évidemment une solution de reconstruction de la zone de Gaza. C'est un plan de reconstruction qui est un plan alternatif par rapport au projet annoncé par le président Trump. Projet qui consistait donc à déplacer les populations et assurer le contrôle de Washington sur la bande de Gaza. Donc voilà une mobilisation des pays de la Ligue arabe qui mérite d'être soulignée avec des annonces concrètes. D'abord un budget. L'enveloppe globale a été évaluée à 53 milliards de dollars sur une période de 5 ans. À noter que c'est également ce même chiffre qui avait été retenu par une étude de l'ONU et tout ça donc témoigne de la qualité peut-être de ces études-là. C'est un fonds spécial donc qui est chargé de financer la reconstruction de Gaza suivant des modalités qui ont été définies pendant une première étape. Évidemment, il s'agit de mettre fin à la situation actuelle, c'est-à-dire ça va durer 6 mois à peu près, donc le déblaiement des débris, des minages, fourniture de logements temporaires, etc., pour habiter plus d'1 million de personnes. Suivront 2 autres étapes de reconstruction. La deuxième, c'est la réalisation d'infrastructures essentielles et de logements permanents. Et puis la dernière, c'est la réalisation d'infrastructures importantes, routes, aménagements, etc., avec en particulier un port commercial et un aéroport. Voilà un peu ce qui a été décidé et ça témoigne bien donc de la volonté maintenant des États de la Ligue arabe de prendre en main enfin, me semble-t-il, le dossier de Gaza, de son statut politique, on va y revenir sûrement, et surtout de la nécessité de sa reconstruction. Vous avez parlé de statut politique. Justement, comment le plan arabe prévoit-il d'administrer Gaza durant la période transitoire et quels rôles seront respectivement attribués au comité de technocrates palestiniens et à l'autorité palestinienne ? Ce qui a été retenu de manière consensuelle et même militante, me semble-t-il, c'est le fait qu'il y avait nécessité d'unifier les rangs palestiniens. C'est important. Alors, la formule de l'unification des mouvements palestiniens ne va pas jusqu'à inclure le mouvement Hamas. Il est prévu donc une autorité, un gouvernement provisoire formé de technocrates palestiniens. C'est intéressant à relever. Et donc, ça n'est pas l'OLP en tant que tel qui va participer ou prendre la direction de ce cabinet de transition. Pas davantage, il n'est prévu que le Hamas soit partie prenante dans cette équation politique. Le calendrier est intéressant. Le président Mahmoud Abbas a indiqué, parce qu'il faut bien un agenda, que l'année prochaine, il s'engageait à ce qu'il y ait des élections législatives et des élections présidentielles. Donc voilà un processus qui s'enclenche. Reste maintenant un certain nombre d'interrogations.
la capacité des acteurs locaux à respecter cet agenda-là, c'est un agenda qui est très contraignant. Également, la mobilisation et le volontarisme des pays d'accompagnement, si je puis dire, notamment, je pense évidemment à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, etc. Et puis, le fait d'arriver à mobiliser les investissements prévus, je le rappelle, 53 milliards de dollars. D'ailleurs, dans la foulée de ce sommet arabe du Caire qui s'est tenu hier, mardi, il est prévu ce vendredi-ci, donc à Riyad cette fois-ci, une réunion de la conférence de la coopération islamique. Il s'agit évidemment de sensibiliser la communauté de l'OCI à la nécessité d'une participation volontaire à ce programme de reconstruction, mais il s'agit aussi de veiller à avoir davantage d'appui de la communauté des pays islamiques, donc à ce plan de reconstruction, à une formule politique. Alors, du côté, un mot encore pour dire que du côté israélien, évidemment, ce plan a été rejeté. Israël réclame donc le fait qu'il y ait une démilitarisation de la zone de tampon de Gaza. C'est évidemment inacceptable et ça n'est plus recevable aujourd'hui. Ça sera intéressant de voir maintenant, dans les heures ou les jours à venir, quelle va être la réaction de l'administration Trump qui, sur ce plan-là, donc s'est heurté à une ferme volonté des pays arabes de ne pas accepter le déplacement des populations palestiniennes de l'ordre de 2,4 millions de personnes et de trouver sur place une formule institutionnelle et politique acceptable pour tous. Moustapha Selmi, le plan égyptien prévoit aussi un budget de 53 milliards de dollars sur 5 ans. Vous avez un peu parlé de comment aujourd'hui ces dirigeants arabes comptent mobiliser ces fonds. Maintenant, quels sont les principaux secteurs ciblés pour la reconstruction ? Alors, pour les modalités de financement, rien n'a été défini dans le communiqué final de cette rencontre qui s'est tenue donc au Caire, un sommet extraordinaire. Ce qu'on peut retenir sans nul doute, c'est d'abord la participation évidemment des États membres et notamment des pays qui ont de grandes disponibilités financières, qui ont des fonds souverains, qui ont des capacités. Je pense évidemment à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, je pense aux Émirats, etc. Sans oublier les autres pays. Ça, c'est le premier cercle. Il y a un deuxième cercle, celui des pays islamiques que j'ai évoqué évidemment, qui seront sensibilisés pour participer au financement de ce fonds. Puis un troisième cercle, des institutions internationales sur ce plan-là, qui peuvent être intéressées par des programmes d'investissement et qui voudront donc réaliser des opérations d'assistance, de prêt, etc. Je crois que c'est une somme qui est mobilisable sur 5 ans, ça fait à peu près 10 milliards de dollars par an. C'est mobilisable pour qu'il y ait des projets bancables, c'est donc susceptible de contribuer réellement à un modèle particulier de reconstruction de Gaza et de la bande de Gaza dans des conditions acceptables pour les populations et qui témoignent donc d'une volonté politique de reconstruction et donc d'accompagnement des populations gazaouies. Et aujourd'hui, le plan arabe est présenté comme une étape vers une solution durable et juste au conflit israélo-palestinien. Comment ce plan pourrait-il contribuer à un règlement global du conflit et quels sont les défis à relever aujourd'hui pour y parvenir ? Votre question, évidemment, est plus problématique que ce que j'ai dit jusqu'à présent, parce qu'il y a ce programme spécifique dans un périmètre donné de la reconstruction de Gaza. Il y a parallèlement un programme politique et institutionnel qui a été arrêté avec une nouvelle direction en 2026 de palestinienne. Évidemment, on peut penser que le président Mahmoud Abbas ne va pas solliciter un nouveau mandat. Et donc, une nouvelle direction. Le problème sera de savoir maintenant jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on va rester à ce stade-là du fait des contraintes majeures qui pèsent sur la question palestinienne, la cause palestinienne, ou est-ce qu'il y aura une prise en charge de cette nouvelle situation créée, c'est-à-dire la reconstruction et les populations réinstallées dans la bande de Gaza, pour que la communauté internationale et régionale s'attelle à la recherche d'une solution. Évidemment, ce qui est à l'ordre du jour du point de vue des pays arabes, c'est la formule des deux États.
c'est la position du Maroc d'ailleurs. Je note au passage que le sommet a apporté son soutien et a salué les efforts de Sa Majesté le Roi comme président du comité Al-Quds pour des efforts déployés pour la préservation des intérêts supérieurs de la cause arabe. Mais évidemment, ça dépendra de la position de l'administration américaine. Ça dépendra aussi de la capacité de l'administration Trump à imposer une formule qui prenne en compte les intérêts légitimes de la cause palestinienne. Je crois que c'est quelque chose qui doit être à l'ordre du jour et on verra dans les prochains mois comment les choses vont s'articuler. Moustapha Sehmi, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le sommet arabe a mis en avant le rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et de l'agence Beit Mal Al-Quds, bras exécutif du comité Al-Quds. Comment interprétez-vous cette position arabe réaffirmée dans la déclaration du Caire ? Eh bien, c'est simple, c'est la crédibilité de la position du Maroc pour la question palestinienne, crédibilité évidemment adossée à un certain nombre de principes, lesquels la continuité du soutien, la solidarité agissante et la mobilisation de la diplomatie marocaine pour les intérêts supérieurs de la cause palestinienne. J'ajoute le leadership politique, personnel et diplomatique Sa Majesté le Roi, qui bénéficie, vous le savez, d'une crédibilité internationale et dont la voix est écoutée. Et sur ce plan-là, nul doute que le souverain sera très sourcilleux quant à la préservation des intérêts légitimes de la cause palestinienne et en particulier à la préservation du statut de Quds al-Sharif. Moustapha Sehmi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.